Les experts tout de suite sur Télé Créole. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Créole dans votre émission Les Experts en compagnie de Maître Setama et Maître Limossim. Un numéro de téléphone, bien sûr, vous le savez, c'est le 0262 566 566. Je le répète, 0262 566 566 pour répondre à toutes vos questions d'ordre juridique. Alors bien sûr, en attendant les appels de nos téléspectateurs, je voudrais vous poser une petite question. Tout d'abord, un gros plan sur Maître Setama. Bonsoir. Bonsoir Fred. Et puis également pour Maître Limossim. Bonsoir Fred. Bonsoir. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver, grand plaisir. On va commencer directement avec un sujet. J'ai eu le plaisir de vous regarder pendant quelques informations, il y a pas plus tard qu'hier, et on parlait justement des femmes battues. Alors bien sûr, le premier réflexe d'une femme battue, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est femme battue. Et puis également, il y a aussi une petite nouveauté qui arrive, c'est un certain téléphone. Alors, en savoir un petit peu plus. Alors, comment on peut faire, en effet, pour pouvoir se montrer victime quand on est femme battue? Alors, premièrement, on se montre pas victime, Fred, on l'est tout simplement. Alors, une femme battue, c'est une personne qui subit de manière habituelle, de la part de son compagnon, de son concubin, de son mari, des violences. Ces violences, elles sont de deux types, des violences verbales ou des violences physiques. Alors malheureusement, c'est une violence qui est difficile à traiter parce comparé aux autres violences, on ne connaît pas forcément l'agresseur, on n'a pas de lien d'affection avec l'agresseur. En revanche, dans la relation de couple, il y a l'amour. Donc on a tendance à pardonner dans un premier temps, parce qu'on se dit, c'est sous l'effet de la colère, etc. Et puis ma foi, ça se répète, et tranquillement, mais sûrement, on s'installe dans une violence dans le couple, qui constitue tout simplement l'identité de la femme battue. Alors après, il y a aussi le fait de rester silencieuse. Mais justement, on s'enferme dans ce silence pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on a l'espoir que l'autre va changer. Après, il y a les contraintes matérielles qui font que les femmes, elles restent parce qu'elles savent pas quoi faire. Il y a la famille, il y a les enfants qui obligent la femme à rester parce que lorsque l'on part, ça casse une cellule familiale. C'est une grosse responsabilité qu'on n'a pas envie de supporter. Et c'est extrêmement douloureux et difficile de prendre une telle décision. C'est la raison pour laquelle, ces femmes, malheureusement, elles ont du mal à prendre la décision de départ et de mettre fin à la violence. Parce qu'il n'y a que le départ qui peut permettre de mettre fin à la violence. Il n'y a pas d'autre solution, à moins donc que le mari, le compagnon, ils prennent conscience qu'il est violent, que son comportement n'est pas adapté et qu'il aille se faire soigner parce que frapper quelqu'un, que c'est un mode de communication qui n'est pas du tout acceptable. Et prendre conscience, il faut se faire soigner. Alors, il y a aussi une autre question qui vient. On parle également de non-assistance à personne en danger. Quand on est voisin ou également spectateur de loin ou de près, est-ce qu'il y a quelque chose à faire quand on est voisin ou proche de la famille? C'est du comportement de chacun d'entre nous. C'est vrai que moi, je ne supporterais pas devoir frapper quelqu'un, que ce soit une femme, un enfant, parce que je trouve que c'est pas bien. On ne peut pas accepter la violence de quelque nature que ce soit. Après, c'est une violence au sein du couple. Il arrive que les voisins, une première fois, se soient interposés et que, ma foi, la femme reste, qu'elle revienne et ils se sentent un peu embêtés, donc d'intervenir systématiquement parce que c'est pas simple de gérer la violence conjugale. La famille aussi s'interpose et puis à un moment donné, ils veulent plus parce que tout le monde se fâche. Donc, c'est pas simple à gérer. Mais c'est vrai que quand on est spectateur de ce type de violence, je suppose que dans un premier temps, les gens réagissent et ceux qui ne réagissent plus, parfois, vous expliquent les raisons pour lesquelles ils ne le font plus. Je suis pas sûre que dans un tel contexte, tel que je viens de le décrire, on puisse reprocher, sauf dans des cas bien précis, on voit quelqu'un en train de tuer l'autre et qu'on n'intervienne pas, on n'appelle pas les policiers, des choses comme ça. Mais d'une manière générale, on peut pas reprocher aux voisins qui entendent des cris habituels, de dire voilà. C'est comme ça habituellement. C'est triste, hein. C'est triste, c'est un peu. C'est vrai que des fois on dit oui, mais attendez, faut vous aider, puis que la femme, la personne, la première concernée dit non, mais c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Alors. C'est malheureux et ça c'est quelque chose qui m'a frappée. Un jour j'ai défendu un homme violent au tribunal. La femme était là alors qu'elle avait reçu des coups extrêmement graves
Eh bien, la femme, elle expliquait les coups de son mari en disant c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Je l'ai mis en colère. C'est grave. Et donc on arrive dans Dans une spirale totalement infernale. C'est un syndrome, ça? Non, pas du tout. Non, c'est beaucoup de souffrance. Et je crois que malheureusement, chacun d'entre nous, on gère comme on peut les difficultés que l'on rencontre. Et ces femmes-là, elles gèrent aussi leurs difficultés comme elles le peuvent. Et puis un beau jour, soit c'est le coup qui permet de faire partir, soit le ras-le-bol total. Il y a un événement déclencheur. Des fois, c'est la mort aussi, c'est triste. Et c'est ça. Ouais. Ouais. Alors justement, parlons de la mort. Crier, c'est une chose, mais avec la technologie qu'on a à l'heure actuelle, il y a le fameux téléphone portable. Et ça arrive également sur l'île. Il y en a 15, hein, pas plus, pas moins. Il y en a 15. Alors on se dit bien sûr 15, mais c'est rien comparé aux nombreux cas que vous devez voir tous les jours. Mais alors, quelle est la fonction de ce téléphone? Parce qu'on sait très bien que ça va donner une position. On sait très bien qu'il y a certainement un numéro à faire. Mais est-ce que c'est un téléphone de tous les jours où on peut télécharger, écouter de la musique, ou alors c'est vraiment le téléphone rouge? Voilà. Alors, comme son nom l'indique, c'est le téléphone grand danger. Alors, c'est à titre expérimental que la Réunion sera dotée de 15 téléphones sur 400 qui seront mis en circulation pour le territoire national, Réunion compris. Alors, comme son nom l'indique, eh bien, il sera utilisé dans des circonstances exceptionnelles. Alors, il y a une commission qui a été créée et mise en place avec une réunion de travail qui s'est tenue hier à la Cour d'appel de Saint-Denis. Au cours donc de cette réunion a été évoqué précisément les modalités pratiques de l'utilisation de ces téléphones. Des spécialistes, psychologues, professionnels qui interviennent sur ces problématiques vont étudier de quelle manière ils vont pouvoir remettre ces téléphones à des victimes ciblées dans des circonstances qui seront prédéfinies. Notamment, on va prendre en compte le fait que c'est une victime qui se trouve en danger, qui a en face d'elle un auteur qui est en état de récidive pour des violences habituelles causées sur cette personne, qui a des comportements qui sont totalement inadaptés et qui ne tirent pas les conséquences des violences causées. Et cette personne a besoin d'être aidée. C'est la raison pour laquelle cette personne sera ciblée et pourra obtenir un téléphone. Vous l'avez rappelé fort justement, Fred. La Réunion compte malheureusement le pourcentage le plus élevé de violences conjugales. Oui. 15 téléphones, ça paraît dérisoire par rapport à la population touchée par ce fléau. Mais en même temps, il faut bien commencer un moment. Oui. Et le dispositif est là pour expérimenter, voir l'efficacité de ce qui va se passer. Et bien sûr, je pense que les réponses adaptées et beaucoup plus larges seront données si ce dispositif-là rend compte de l'efficacité donc sur le terrain. Bon, écoutez, hâte de voir en effet le résultat. Et je crois que ça sera également aussi une sorte de sortie de secours ou du moins une fenêtre ouverte à ces victimes. D'ailleurs, on parle souvent des femmes battues, mais il existe aussi les hommes battus. Voilà, donc attention, quand même, c'est l'égalité des sexes partout. Quoique les femmes sont quand même primées par rapport à ça. Voilà, et bien écoutez, au standard, au 02 62 566 566, on attend vos appels et c'est le cas dans quelques instants. En tout cas, merci beaucoup pour ces précisions. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, allô, bonsoir, on vous écoute. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est le sujet, s'il vous plaît? Je vous téléphone pour un renseignement. Oui, concernant? C'est un peu compliqué, je pense que vous allez pouvoir m'aider. Oui. C'est quoi? C'est de l'arnaque? C'est des biens? C'est pas vraiment le bien, mais c'est pour avoir des informations en fin de compte. Ouais, que j'ai mon frère qui est rentré à Demajo. D'accord. Allô? Oui, on vous entend, on vous écoute. Il est rentré à Demajo depuis le 28 et le souci c'est que normalement demain il doit faire appel. Oui. Et le souci, on ne connaît pas pour quel motif il est rentré parce qu'avant il faisait de la pêche. Bon, après on l'avait interpellé et tout. Et là la question que je me pose c'est que voilà, j'ai ma maman qui a 80 ans, elle ne veut pas donner les papiers et tout. Et voilà quoi, le souci c'est que comment on va faire, parce que là on appelle, les papiers, les courriers sont arrivés chez ma maman et je sais pas les courriers consistent à quoi. Les courriers que le tribunal tout envoyé, le centre pénitentiaire envoyé pour le jugement et tout. Comment je peux faire dans ce cas si elle veut pas donner les papiers, même pas la pièce d'identité, rien?
Maître Limossim. Oui, bonsoir madame. Je vais essayer de vous répondre parce qu'il me manque quelques informations. Oui. Vous savez quand même que votre frère a été donc mis en prison au centre pénitentiaire de Domenjo. Oui. Et vous parlez également d'un appel qui doit être fait parce que votre maman aurait reçu des courriers chez elle. Est-ce qu'on parle de la même chose? C'est-à-dire, est-ce que ces courriers parleraient du fait qu'il faille faire appel? Parce que si c'est un appel qui est lié à l'emprisonnement de votre frère, Oui. peu importe que votre frère soit détenu à Domenjo et que, je ne sais pas, je n'ai pas bien compris, votre maman reçoit des courriers, mais votre frère lui-même, dans certains cas, peut faire appel depuis Domenjo. Moi, ce que je vous dirais, apparemment, il y a quand même une petite urgence, parce que vous dites en même temps qu'il y aurait peut-être un délai d'appel qui expire très prochainement, peut-être même demain. Oui. C'est peut-être d'avertir votre frère qu'il aille prendre contact avec l'assistante sociale de la prison. Oui. Et exposer sa situation pour, même en prison, pouvoir interjeter appel d'une décision. Je ne sais pas si cette décision, le jugement dont vous nous parlez, c'est un jugement qui a trait ou pas avec sa condamnation, Oui. ou bien c'est tout à fait autre chose. Là, je ne sais pas. Vous ne savez pas, vous non plus, apparemment. L'appel de demain, j'ai appris ça parce que quand les gendarmes me l'ont pris, là, enfin, quand il avait un rendez-vous, quand les gendarmes, on l'a amené directement au centre pénitentiaire là-bas, et on m'a appelé directement. On vous a appelé pourquoi? Pour dire quoi, madame? Pour dire que, voilà, il est rentré, il est à Domenjo. Il est rentré à Domenjo, voilà. Et après, moi, j'ai emmené les habits le jour même. Et quand j'ai emmené les habits le jour, on m'a dit, voilà, je ne peux pas rentrer et tout. Et lorsque le gendarme qui l'a emmené, on m'a dit, oui, je pourrais rentrer. Non, madame, c'est normal. Vous ne pouvez pas entrer comme ça. Il faut demander un parloir. Oui. On appelle ça un parloir. Mais de toute façon, moi, je ne sais pas ce que les gendarmes vous ont pas dit, mais votre frère, certainement, il doit savoir peut-être, si vous savez si les gendarmes vous ont dit certaines choses, ça veut dire que très certainement, ils ont dit très certainement la même chose à votre frère. Oui. Si jamais il y a un délai d'appel de quoi que ce soit, vous savez, même si vous êtes en prison, vous pouvez faire appel. Donc, il y a un service là-bas qui vous accompagne et un service également auprès duquel vous pouvez faire appel de certaines décisions. Donc, là, c'est la première chose à faire. Essayez de prendre contact. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé l'autorisation pour avoir un parloir, c'est-à-dire pour aller voir votre frère. C'est la première chose à faire. Et puis, vérifier. Et puis même, je dirais que vous-même, vous pourriez téléphoner directement au centre de Domenjo et essayer de pouvoir discuter avec l'assistant social. Et à ce moment-là, posez-lui clairement la question, parce que vous-même, vous n'avez pas compris ce que les gendarmes vous ont dit. Mais votre frère, peut-être, lui, il le sait. Et peut-être même qu'il a des documents avec lui que vous ne connaissez pas. D'accord, parce que moi, j'ai eu le conseiller du centre de Domenjo. Ah, ben très bien. Ben écoutez, il faut lui demander. D'accord. Oui. Voilà. Moi, je pense qu'il faut vraiment lui poser la question. Parce que là, vous n'avez aucun papier, vous n'avez pas de précision réellement sur ce que... Vous n'avez pas bien retenu ce que vous ont dit le gendarme, c'est un peu compliqué. Eh bien, écoutez, puisque vous avez déjà une relation téléphonique avec cet assistant, n'hésitez pas à le rappeler demain et lui poser clairement la question. D'accord, parce que moi, là, parce que quand j'ai téléphoné, on m'a dit que mon frère est rentré avec 0 sous. Il faudra envoyer un mandat cash. Je l'ai fait jusqu'à maintenant. Madame, mais c'est pas un problème. C'est l'appel et de l'argent et 0 sous, c'est pas un problème. On peut faire appel avec 0 centime. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. Vous voyez? Oui. Donc, c'est deux choses différentes. Après, pour accompagner votre frère, si vous voulez, dans cette situation difficile, c'est-à-dire lui amener de l'argent pour peut-être, je sais pas, payer ses cigarettes ou autre chose, et ses vêtements, ça, vous pouvez faire, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, il y a quand même une urgence. S'il y a réellement un problème avec un délai d'appel qui expire prochainement, il faut vraiment que vous en discutiez clairement avec l'assistant pénitentiaire. Voilà. Voilà, madame. Voilà, madame. J'espère qu'on a pu au moins répondre à vos questions. D'accord, mais merci beaucoup, je vous remercie. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez encore d'autres questions ou voilà, n'hésitez pas. D'accord, mais merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée. On continue toujours au standard 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question aussi. Oui. Sur quel sujet? Je relance encore une fois peut-être la demande, l'objet. C'est un peu comme les mails, objet. C'est au sujet de la garde d'un enfant. D'accord. En fait, je suis mariée. Et allô? Oui, on vous entend. Oui, et
de sa première compagne avant moi. Mon mari a eu un enfant. Et la maman a décidé de partir en métropole avec l'enfant. Ça fait 11 ans. Donc, de temps en temps, mon mari prend nouvelles de cet enfant. Et aujourd'hui, quand il a pris des nouvelles, la maman lui a dit que l'enfant est à sans-abri et le tribunal va décider de le placer. Mais je voulais savoir, est-ce que le tribunal, avant de décider de placer de l'enfant, il ne fait pas des recherches sur le père, où il se trouve le père ou quoi que ce soit? Alors, bonsoir madame. Donc, alors vous souhaitez savoir pour le compte de votre mari, quelle est la démarche qu'il devrait accomplir pour... il essaye de savoir pourquoi donc son enfant qui va être placé, qui je suppose se trouve en métropole, c'est bien ça? Oui, il se trouve en métropole. Oui, parce que bon, vu les explications que vous avez données, donc c'est plus logique. Et il voudrait savoir les raisons pour lesquelles le tribunal ne se pose pas de questions, ne va pas chercher le papa, donc avant de prendre la décision de placement. Voilà. Oui. Alors, madame, la première chose, donc vous avez eu cette information, enfin, il a eu cette information de la part de la maman de leur enfant. Ce qui serait intéressant, c'est qu'il se rapproche du tribunal de grande instance, du lieu où réside la maman, et qu'il essaye de savoir auprès du juge des enfants si effectivement l'information donnée par la maman est réelle ou pas. C'est la première démarche à mon avis. Parce que si c'est du bluff, ou elle l'a dit de cette façon, et que ma foi il n'y a rien d'inquiétant, c'est pas la peine qu'ils se prennent la tête. C'est la première démarche à faire. Si on lui confirme que cette démarche va être entreprise, il faudrait qu'il s'identifie auprès du service pour que des convocations lui soient adressées, pour que le juge puisse prendre contact avec lui par l'intermédiaire soit d'une instance sociale ou d'une enquête et voir avant le placement si lui-même en tant que papa, il ne peut pas accueillir son enfant. Ça, c'est dans l'hypothèse... C'est dans l'hypothèse où le projet de placement est prévu. Alors maintenant, si le projet de placement il n'est pas prévu et qu'elle l'a dit de cette manière, juste pour l'embêter, rien, à mon avis, à l'occasion de cet échange, donc ne l'empêche de reprendre des relations, s'il n'y avait pas, avec son enfant. Parce que je pense que c'est très important pour un enfant, même quand les parents sont séparés, d'avoir des relations avec les deux parents. L'éloignement de la maman ne fait pas du tout obstacle à ce que le papa conserve des relations avec son enfant. Les moyens de communication actuels sont tellement évolués que même avec la distance, eh bien, les relations peuvent rester. Il faut qu'il le fasse. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée, madame. Au revoir, bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci de votre appel. Merci, au revoir. On continue au standard 02 62 566 566. Bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais poser une question. Oui. Ce qu'on fait, ça serait pour savoir, on a droit à combien de jours pour se rétracter quand on fait un achat? Je crois que c'est 7, je ne sais pas, au hasard. Maître Limossim. Oui, bonsoir madame. Est-ce que vous pouvez nous préciser, quand vous dites que vous avez effectué un achat, est-ce que c'était un achat dans quel cadre? Est-ce que c'est un achat parce que vous avez signé un document, mais c'est un achat direct en magasin? C'est direct en magasin. Tout compte fait, je vous explique. Oui. C'est mes parents. Mes parents, ils étaient invités à récupérer des lots, c'est-à-dire gratuitement. Et quand ils sont partis récupérer leurs lots, ensuite on leur a dit qu'il y avait plusieurs autres lots qui étaient gratuits. Donc eux, ils croyaient que tout était gratuit, mais au final, on leur a dit que ça faisait tant. Ça faisait par exemple 1 290 €, quoi. Ah, quand même. Et voilà, c'est ça. Soi-disant, ils sortent des lots gratuits, mais seulement, au final, ils sortent avec 1 290 €. Rien n'est gratuit au final. Et voilà. Et du coup, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent et tout, ils ont un crédit et tout. Mais eux, ils insistent. Ils disent oui, mais vous pouvez payer en plusieurs fois, en plusieurs chèques. Vous pouvez faire 4 fois en chèque. Voilà. Et du coup, ensuite, mon père, lui, il avait pensé, parce que j'avais laissé de l'argent de côté avec eux. Et donc, il a dit, il a une petite monnaie sur le côté. Et du coup, il a dit, oui, mais il faut qu'il monte chez lui. Et eux, ce qu'ils ont dit, oui, on va mettre une vendeuse avec vous pour récupérer l'argent.
Et donc, du coup, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. On les a pas laissés communiquer avec, de réfléchir, d'en discuter, d'en parler. Et donc, du coup, ils ont donné l'argent. Et c'est après quand moi, je demande à mes parents, mon argent est où? Et donc, ils disent, ils ont donné là-bas, quoi. Bien. Mais c'est des lots que tout compte fait, ils n'avaient pas besoin. C'est-à-dire, c'était des trucs qu'ils ont achetés qu'ils n'avaient pas besoin. Alors, je vais vous poser une autre question pour me préciser quand même la situation. Ça s'est passé tout ça il y a combien de temps? C'est hier ou avant-hier. Ah, très bien. D'accord. Oui. Bon, écoutez, madame, ce que vous nous racontez là, c'est quand même assez énorme. Là, c'est même plus de la rétractation, ça ressemble beaucoup à de l'arnaque. Oui, voilà, les conditions, les circonstances que vous nous décrivez sont quand même assez circonstanciées. Il y a des sommes qui sont importantes. Oui. Il y a une personne qui est âgée. Je ne sais pas si elle est vulnérable, votre papa. Oui, si d'abord il comprend. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il est malade. Il est vulnérable. Est-ce qu'il n'est pas malade? Est-ce qu'il comprend ce qu'il a acheté? Est-ce qu'il sait lire aussi? Sur le coup, il n'a rien compris. Quoi. Voilà, je ne sais pas aussi s'il sait lire, il a compris ce qu'il a acheté, ce qu'il sait lire. Et plus grave encore, là, vous nous dites que une vendeuse a carrément accompagné votre papa pour aller chercher l'argent à domicile. Voilà, tout à fait. Les a accompagnés à la maison. Madame, je trouve que ça fait beaucoup de choses quand même de votre histoire. Et là, c'est même plus de la rétractation. Je crois que vous pouvez directement aller porter plainte aux enquêteurs, à gendarmerie ou police. Maintenant, si demain ça se passe pas comme ça et que vous voulez pas porter plainte, vous avez bien sûr la voie civile. La voie civile, c'est écrire au magasin pour expliquer tout ce qui s'est passé. Mais moi, je dis que avec ce que vous me précisez là, je dirais qu'il vaut mieux aller porter plainte directement. Et éventuellement, si vous tombez sur un enquêteur assez sympathique, il pourrait peut-être essayer de téléphoner au magasin pour dire, écoutez, voilà, ce que ce monsieur vient nous raconter, accompagné de sa fille, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors, parfois, ça peut faire bouger assez rapidement les choses. Donc, en résumé, moi, je vous dirais d'aller porter plainte demain, voir avec l'enquêteur s'il peut passer un petit coup de fil à ce magasin. Oui, parce que on est déjà parti voir. Si jamais, il n'y a pas de possibilité de conversation ou d'entretien avec ce magasin, vous laissez, vous persister de votre plainte. Et en même temps, après cette plainte, vous pouvez également envoyer une lettre en recommandé à ce magasin pour dénoncer cette vente et demander la restitution de l'argent et la reprise du matériel. Il ne faut surtout pas utiliser le matériel que vous avez acheté à 1 280 €. Il ne faut surtout pas l'utiliser. Et donc, faire les deux choses en même temps, éventuellement, pour voir si, et en précisant aussi, quand même, que vous avez porté plainte. Donc, ça fera peut-être bouger beaucoup plus rapidement les choses. Voilà mon conseil. Il faut que je pars porter plainte à la gendarmerie, c'est ça? Tout dépend du secteur dans lequel se trouve votre papa. Je ne sais pas, parfois il y a des gendarmeries qui sont à proximité, parfois c'est des commissariats. Donc le plus proche. Parce que vous dépendez en fin de compte des brigades les plus proches. Là, je ne sais pas, ça peut être gendarmerie ou commissariat. Ok, merci. Parce qu'on est parti voir, c'est-à-dire mon père il est parti voir aujourd'hui et il veut rien entendre. Ah, mais ça m'étonne pas. Il a dit qu'il connaît tous ses droits, que voilà, on peut faire venir des avocats et tout, mais il connaît tous ses droits. Il n'a rien à se reprocher. Donc, non, mais il faut bien aller décrire les circonstances et aller porter plainte. Madame, justement, c'est quand même très très intéressant ce que vous venez de dire, parce que quand il y a une vague comme ça qui commence un petit peu à apparaître, des fois ça devient un vrai raz-de-marée. Alors, est-ce qu'il y aura possibilité que vous puissiez laisser votre numéro de téléphone au standard? Oui. D'accord. Et nous tenir au courant de cette affaire? Oui, bien sûr. D'accord. Eh bien, ce sera avec grand plaisir. D'accord, ok. Merci beaucoup. On se retrouve bien sûr pour la suite de votre aventure. Ok, merci. Ça marche. Bonsoir. Maître Limousine, tout à l'heure vous avez parlé en effet des différents achats à faire avec une durée. Alors vous pouvez peut-être les redonner également à nos téléspectateurs. Alors c'est vrai que la question de cette dame, la précision que je voulais quand même qu'elle nous fasse, c'est de dire si c'est un achat direct, par exemple au magasin, ou un achat pour lequel démarché. Parce que souvent dans les démarchages à domicile, souvent on achète n'importe quoi et souvent le prix est on croit moins cher, mais finalement double à triple de ce qui se passe en magasin.
Alors là, il y a des jours assez extraordinaire. de rétractation différentes. Oui. Il y a une obligation au niveau du Code de la consommation. Il y a quand même un délai de rétractation. Je ne sais plus si c'est de 7 ou 15 jours. En tous les cas, on vous remet dans le contrat. On doit déjà vous remettre un contrat. Et dans ce contrat, c'est écrit. Manque de peau, c'est souvent écrit très petit et il y a plein de pages. Donc, il faut quand même savoir lire. Et puis, il faut le lire parce que souvent, c'est mélangé avec plein de choses. Donc, alors, il faut déjà, quand on a un démarchage à domicile, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas faire des achats souvent, ce qui est le cas. Moi, je vois des achats intempestifs, spontanés, parce qu'on croit faire une affaire, parce qu'on vous propose tout de suite un crédit. Alors que souvent, quand on va au magasin, on peut vous aussi proposer un crédit. Mais c'est plus facile, effectivement, quand on vient chez vous, vous vous sentez finalement en protection, en confiance, parce que vous êtes chez vous. Et donc, du coup, vous croyez faire une affaire parce que vous n'avez pas allé à la banque, vous n'avez pas allé dans un organisme de crédit. On s'occupe de tout. On s'occupe de tout. Donc, on vous facilite la... Oh, on facilite la tâche. Bravo, merci de l'avoir dit pour moi. Il n'y a pas de papier à faire. Mais attention, comme il dit en créole, bon marché coûte cher. Voilà. Alors, c'est vrai, vous économisez peut-être parce que vous n'êtes pas parti dans le magasin ni déposer un dossier de crédit, vous n'avez pas eu votre délai de réflexion, mais bon marché coûte cher, comme il dit en créole. Faites attention toujours, il faut toujours réfléchir. On n'achète pas des choses à 1 200 € comme ça, sur un coup de tête. Il faut faire vraiment attention, il faut résister à la pulsion de l'achat. Ça, voilà. Attention. Facilité, ça y est, j'ai réussi à le dire. Yes, facilité d'achat. Écoutez, merci pour ces précisions. On retourne au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, allô, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, en fait, je vais poser une question. Le sujet je viens d'avoir un enfant avec une personne. Oui. Et en fait, je voudrais savoir quelles sont les démarches à suivre pour pouvoir récupérer la garde de cet enfant, en fait. Maître Setama. Alors, la première précision que je souhaiterais avoir, est-ce que vous avez reconnu l'enfant, monsieur? Oui. D'accord. Alors, vous avez reconnu l'enfant. Est-ce que vous avez des liens avec l'enfant, là, en ce moment, ou pas? Oui. Je peux la voir de temps en temps, oui. D'accord. Et pour vous, la garde de l'enfant, c'est que l'enfant habite de manière habituelle chez vous, ou bien que vous puissiez le voir de manière régulière? De façon habituelle ou régulière, on va dire. D'accord. Alors, voilà. dans ces conditions, monsieur, ce qu'il faudrait dans un premier temps, c'est de voir avec la maman s'il y a un moyen de vous mettre d'accord et de signer un protocole d'accord qui fixe les règles pour vous permettre d'avoir un droit de visite et d'hébergement avec la maman. Parce que le principe est l'accord des parents pour maintenir les liens entre les parents lorsque ces derniers, pour maintenir les liens avec l'enfant lorsque les parents sont séparés. Si vous ne parvenez pas à discuter avec la maman, ou si vous estimez que cet accord est fragile et que ça peut disparaître dans un avenir proche, la voie judiciaire, malheureusement, est celle qu'il va falloir envisager. Vous avez deux possibilités sur la voie judiciaire. La première, c'est de récupérer un formulaire auprès du greffe. Donc, vous allez au tribunal, vous récupérez un formulaire, vous remplissez et vous joignez les pièces qui vous sont demandées. Vous vous rendez au tribunal comme un grand garçon et après avoir été préalablement complété ce document, on va vous convoquer et vous allez venir expliquer votre situation puisque l'avocat n'est pas obligatoire. Maintenant, si vous avez des difficultés, donc vous avez peur de ne pas pouvoir vous exprimer correctement, vous appréhendez de venir devant un juge, vous avez la possibilité donc de se demander l'aide d'un avocat. Si vous avez les moyens de payer l'avocat, c'est vous qui devez faire l'avance des frais. Si vous avez des difficultés financières, vous ne travaillez pas ou vos revenus sont insuffisants, vous pouvez demander un dossier d'aide juridictionnelle et à ce moment-là, les frais sont pris en charge par l'État. Mais vous avez donc cette possibilité de formuler votre demande, de l'officialiser et d'avoir la garantie que quelle que soit l'évolution des liens entre vous et la maman, vos droits seront préservés avec votre enfant. Voilà. D'accord. Vous êtes en bon terme avec la maman? Allô? Pardon? Vous êtes en bon terme avec la maman?
On va dire pas trop, quoi. Voilà, ok, non, pas bon. On s'en doutait plus ou moins, mais bon, c'est vrai qu'il y a la solution toujours de se dire, tiens. Voilà. Solution judiciaire, monsieur. Vous aurez une décision de justice et vous saurez que quoi qu'il arrive, eh bien, on ne pourra pas remettre en cause votre droit de visite et d'hébergement sur votre enfant. Vos liens resteront maintenus pendant toute la minorité de l'enfant et après également, puisque vous aurez été présent dans sa vie. D'accord. Et ce dossier-là, je le récupère au greffe de Saint-Denis. En fait, vous allez au tribunal. À l'entrée, donc, on a un greffe unique. Et vous demandez donc un formulaire pour saisir le juge aux affaires familiales. On va vous en remettre un. Et au dos de ce formulaire, il y a la liste des pièces qu'il faut fournir, la copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, votre justificatif de revenus. Et donc, si vous avez le livret de famille, copie du livret de famille. Vos justificatifs de charge pour le cas où la maman vous demande une pension alimentaire pour l'enfant. Eh bien, donc, avec tous ces éléments, donc, vous avez un dossier complet que vous redéposez par la suite et vous attendez votre convocation. Et dès que vous l'avez, c'est obligatoire. Il faut que vous alliez au tribunal. Sinon, vous prenez un avocat qui vous représentera. Voilà, monsieur. Mais en moyenne, ça prend combien de temps à peu près? Deux mois et demi, grand maximum, entre le dépôt de la requête et la convocation. D'accord. Voilà, bonne soirée, monsieur. Ben, je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Très bonne soirée, merci de votre appel. On continue toujours au standard. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Oui, allô? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors voilà, j'ai une petite question. Mon père est décédé depuis 5 ans en février. Mais je viens d'apprendre que je n'ai même pas eu ma part minimale dans l'héritage. Alors je voudrais savoir s'il m'est encore possible d'obtenir des réparations, compte tenu que ça fait 5 ans qu'il est décédé. Mais je viens seulement d'apprendre... Ah oui, parce que pourtant un notaire, il vérifie quand même un petit peu tout le monde dans la famille, l'arbre et tout ça. Donc, écoutez, maître Dimossi. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors je ne sais pas si c'est passé à La Réunion ou à Métropole. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Est-ce qu'il y avait des biens? À La Réunion, nous sommes 6. Ah, d'accord. Et est-ce qu'il y avait des biens ou bien des comptes en banque? Il y a des biens, mais disons là, c'est suite à comment... Je m'excuse. Il y a eu 2 donations dans l'héritage. Et comment... dans ces donations, il y a un frère qui veut vendre une partie. Et on a demandé à tous les autres frères de signer parce que je ne sais pas si c'est la coutume ou c'est obligatoire. Et c'est en reconsultant l'acte de donation initial que je me suis rendu compte que j'avais été pratiquement déshérité. Alors, est-ce qu'il est possible de... Alors, est-ce que ces actes de donation, c'est quand même, ont été effectués par vos 2 parents de leur vivant? Oui. D'accord. Et vos 2 parents sont décédés, vous aviez signé à l'époque quelque chose. Oui. Et c'est dans l'acte que vous... En fait, c'est aujourd'hui qu'en relisant ces 2 actes... Oui, voilà. Parce que, disons, j'ai été un peu trompé. Je ne sais pas si vous savez, on nous a expliqué que mon frère, un de mes frères et moi, étant donné que nous avions une situation, nous allions avoir simplement un terrain agricole d'une certaine valeur et que, on se dévouait pour laisser aux autres frères et sœurs des parties plus importantes. Seulement suite à cette donation, à cette vente de mon frère, je me suis rendu compte que mon autre frère en question, il avait eu une donation à part d'une valeur, c'est-à-dire d'un terrain constructible, d'une valeur, en fin de compte, c'est moi qui ai été berné. Alors, ça fait mal quelque part. Mais vous-même, si j'ai bien compris, vous avez été à un moment donné aussi bénéficiaire d'une donation. Oui, mais d'une donation, un terrain agricole, d'une valeur à l'époque, c'était 5 000 francs. Et tous les autres ont eu 20 000 francs, 25 000 constructibles. D'accord. Et toutes ces donations ont eu lieu il y a combien d'années? C'était en 1986. Vos parents sont décédés, les 2 parents sont décédés il y a 5 ans. Mon père est décédé en 2010. 2010. Et au moment donc du décès de votre dernier parent en 2010, est-ce qu'il y avait d'autres biens à partager ou bien des comptes à partager à ce moment-là? Non. Non, ça avait été fait... disons sa part, parce qu'il restait, je crois, un quart. D'accord. Alors, monsieur, moi, j'avais donné ça à une de mes sœurs.
D'accord. Bon, là, ça semble assez compliqué. Moi, je crois que il y a eu quand même une succession d'actes depuis les années 90, et de donations à chacun des 6 enfants des frères et sœurs par vos 2 parents. Et il est resté au dernier survivant, votre papa, en 2010, encore apparemment quelque chose à partager. Et voilà. Non, il lui restait plus. Il l'occupait à titre comment. D'accord. C'est-à-dire qu'il bénéficiait encore de sa maison, mais... D'accord. Moi, je crois, monsieur, que je ne sais pas si vous avez déjà pensé à réaliser cette première démarche. Il faut quand même aller voir le notaire qui s'est occupé de tous ces documents, de tous ces actes, et lui demander un rendez-vous afin qu'il vous explique ce qui s'est passé. Parce que là, ça s'est quand même déroulé sur une quinzaine d'années. Avec même plus d'ailleurs, parce que vous me parlez de certains actes qui sont en francs, donc même pas en euros, ce qui veut dire même plus que 15 ans. Et puis, tout récemment, il y a eu d'autres actes effectués pour liquider cette succession. Alors, si vous voulez, en gros, lorsque il y a dans une succession certains héritiers qui ont reçu plus que d'autres à un moment donné, il y a au moment du décès des 2 parents, j'allais dire comme un rééquilibrage, un rattrapage pour que chacun perçoive à peu près la même chose. Il y a un rapport à la succession. Mais là, de votre cas, ça m'étonne un petit peu qu'en 2010, le reste de la succession ait été liquidé. On ait fait les derniers partages. Et puis, mais je m'excuse, parce que le dernier partage, disons, c'était même pas un partage, parce que ça avait été fait en 86, c'est-à-dire qu'il avait déjà attribué sa part, mon père, à une de mes sœurs, la dernière de la fratrie. D'accord. Donc la succession a été ouverte en 2010, mais n'est pas fermée aujourd'hui. N'a pas été ouverte non plus. Non, elle n'a pas été ouverte non plus parce qu'elle était terminée en 86. En fait, par les donations. D'accord. Ah ben là, ça devient plus compliqué, monsieur. Ça devient plus compliqué. Parce que je pense... c'est comment un frère qui veut vendre une partie du terrain qu'il a gagné, et que, comme il l'a eu en donation, il faut que tous les frères signent pour qu'ils puissent vendre. Et moi, j'ai refusé. Vous aviez refusé. Alors, Monsieur, je vais intervenir. Votre sujet va en plus prendre un peu plus de... Alors, je vais intervenir parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que vos parents, avant de décéder, ont partagé l'ensemble de leurs biens dans le cadre de donation-partage. Oui, et voilà. Aujourd'hui, ce que vous dénoncez, vous, c'est que à l'occasion donc de la vente d'un des biens par votre frère qu'il a obtenu en partage, dans le cadre d'une donation, vous vous apercevez que la valeur que vos frères ont obtenue est supérieure à celle que vous avez obtenue dans le cadre du partage que vous avez bénéficié. 4 fois plus même. Voilà. Et donc, ce que vous pouvez faire, donc de ce que j'ai compris de vos échanges avec Maître Limousim, eh bien, c'est que la succession de vos parents n'a jamais été ouverte. Ce qu'il faudrait, c'est vous rendre chez un notaire et provoquer, donc c'est le notaire qui va le faire convoquer l'ensemble de vos frères qui ont obtenu, dans le cadre des partages successifs, eh bien, donc un rapport de l'ensemble de ces biens pour qu'il y ait une évaluation de chaque bien et qu'on puisse, par rapport à cette évaluation, eh bien, répartir de manière égalitaire ce qui aurait dû revenir à l'ensemble d'entre vous si les donations avaient respecté les droits de chacun d'entre vous. C'est ce qu'il faudrait que vous fassiez auprès d'un notaire. Après, ça ne veut pas dire forcément que le notaire va réussir dans sa mission. Parce que si vos frères ne sont pas d'accord avec vous, même s'ils ont vendu les biens, monsieur, donc ça n'empêche pas que la démarche peut aboutir. Donc ce qui est important, c'est d'obtenir l'évaluation de l'ensemble des donations et permettre à ce moment-là ce partage égalitaire qui ne s'est pas effectué à l'époque. Et ma foi, si le notaire ne parvient pas donc au bout de sa mission en raison de désaccords persistants entre vous, il peut dresser ce que l'on appelle un procès-verbal de difficulté dans lequel il va intégrer l'ensemble des informations faisant obstacle à un partage égalitaire et à ce moment-là, muni de ce document, il faut aller voir un avocat pour continuer la suite devant un tribunal si d'aventure vous envisagez d'aller jusque-là. Voilà ce que vous devriez faire. Oui, merci, mais une petite question. Compte tenu que ça fait 5 ans qu'il est décédé, c'est ça n'est pas un problème, monsieur Lou, la succession n'a pas été ouverte. Ah bon? Oui. Vous pouvez, le décès, il y a des successions qui durent depuis des années, qui n'ont jamais été ouvertes. Donc, il faut ouvrir la succession. L'ouverture d'une succession, ça veut dire qu'on va répertorier, on va faire un inventaire de l'ensemble des biens du défunt, donnés et existants.
Et on va tout rapporter dans sa succession et on va définir, on va également identifier l'ensemble des héritiers, on va déterminer les droits. C'est l'ensemble de ces actes-là que constitue l'ouverture de succession et la liquidation d'une succession. Ah, d'accord, merci beaucoup. Voilà. Je vous en prie, bonne soirée. Alors, il faut savoir... dernier petit mot de Maître Limousin. Oui. Il faut savoir aussi, pour compléter, c'est vrai que les problèmes de succession à La Réunion sont assez complexes parce que ça dure souvent dans le temps, sans que les personnes en fait, aient pris l'initiative d'aller voir le notaire. En ce moment, il y a quand même des réformes, comme vous savez, pour simplifier certaines choses. Il y a une réforme qui vient de passer. Moi, je ne sais pas si vous aviez, votre papa avait laissé un compte en banque ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'il y a une réforme qui vient de passer il y a un mois dernier, je crois, qui dit que si le compte en banque, par exemple, de la personne qui meurt présente un solde positif inférieur, je crois, à 5 000 €, c'est-à-dire donc qu'il n'y a pas autre chose mis à part cela, il y a une procédure accélérée, justement, pour liquider la succession. Alors, dans la vôtre, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais si jamais il y avait des comptes en banque avec moins de 5 000 €, il y a, depuis le mois dernier, il faut voir avec le notaire, parce que ça, c'est le travail du notaire, il y a des procédures accélérées de liquidation de succession. Et, pardon, si la succession a été liquidée, il n'y a plus rien à faire. C'est pas votre cas, parce qu'après, vous nous avez dit que ça n'a jamais été ouvert après la mort de votre papa. Apparemment, non. Oui. Et... Voilà. À vérifier encore une fois. Hein. Oui, merci beaucoup. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, merci. Vous parliez tout à l'heure de nouvelles procédures. Et, comment vous êtes au courant de tout ça? C'est vous qui allez gratter aux infos ou est-ce qu'on vous dit, tenez, il y a une... Personne ne dit. Le boulot de l'avocat, c'est si vous voulez tenir la route, il faut être informé. Qui tombent comme ça, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et là, vous avez tout à l'heure, Fred, vous avez parlé justement des nouvelles procédures en place pour les femmes battues, mais vous savez qu'en matière de droit du travail, qui est quand même un gros contentieux, également à La Réunion ou en France, il y a également une réforme. On en a parlé, je vois dans les journaux cette semaine, une réforme pour dire que dorénavant, on va voir si on peut limiter les montants demandés et condamnés devant les conseils des prud'hommes lorsqu'un salarié va au conseil des prud'hommes et demande des dommages-intérêts. Donc, je ne sais pas, moi, cette réforme va passer ou pas, mais je sais qu'elle est en cours en ce moment pour voir si ça peut passer. Voilà, ça fait... c'est pas remettre en cause, évidemment, le Conseil des prud'hommes et les licenciements qui peuvent être considérés comme abusifs, mais c'est néanmoins pour accélérer le développement et rassurer un peu les entreprises, une réforme qui est en cours, qui est assez sérieuse. Voilà. Oui, donc c'est un travail à longue haleine et tous les jours, donc vous allez gratter un peu aux infos. Écoutez, c'est bien, c'est un dur métier que vous avez là. On est obligé d'être connecté. Oui, dites donc. Et puis des fois, vous téléphonez entre avocats pour dire, dis donc, t'es au courant de ça ou non? Oui, un petit peu quand même. Ça peut arriver. Il y a la camaraderie quand même. Ça peut arriver. Au fil des dossiers, parfois on a des vrais cols. Au fil des dossiers, on peut arriver à travailler, par exemple, une procédure que personne n'a jamais travaillé. Moi, ça m'est arrivé. J'ai travaillé une procédure que personne n'avait travaillé parce que tout simplement, ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas eu ce problème à La Réunion. C'était un problème de pêche illégale. D'accord. Personne ne l'avait travaillé. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la matière et je pense que n'importe quel confrère aurait découvert la matière. Pourquoi? Parce qu'il y avait une réforme qui était passée depuis ces 10 ans et avait... rénover un peu tous les textes qui gèrent les pêches illégales qui se trouvent dans le code de la pêche. D'accord. Voilà. Et voilà, c'est constamment, en fin de compte, non seulement on doit se tenir informé si on veut être à la page et faire son boulot sérieusement, et en plus, parfois, on a des matières que personne n'a fait et qu'on découvre. Et là, on doit passer quand même un certain nombre de temps, d'heures, à déjà... fouiller, travailler la matière et à chercher. Et ne croyez pas que finalement tout est dit dans un texte de loi et tout est dit dans un code, tout est dit dans la loi. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et alors juste avant, parce qu'on a du monde au standard, donc 10 secondes, une petite question. C'est quoi quand on parle de jurisprudence? C'est les décisions du tribunal. Voilà. Oui, mais alors ça c'est très important. C'est très important parce que quelque part, une affaire où on est sûr de pouvoir gagner, on dit attention, il y a une jurisprudence. Alors, en fait, et donc ça remet en cause un petit peu. C'est qu'il y a un texte de loi. Oui. Quand la loi elle est promulguée, donc elle est rendue, ce qui se passe, c'est qu'on essaye donc de viser le plus largement possible les situations que l'on pourrait appliquer à ce texte-là. Sauf que malheureusement, l'être humain est compliqué.
et on ne peut pas tout identifier. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fonction d'une situation donnée, le juge qui va devoir appliquer le texte va devoir rendre des décisions qui vont servir de référence et qui vont s'imposer selon la juridiction qui a rendu la décision comme jurisprudence, et on va se référer à cette décision en disant voilà, ce texte-là, il est utilisé de cette manière par les juges. C'est ça la jurisprudence. Ok, très bien. Bah, écoutez, c'est une petite précision, mais c'est important à savoir quand même. Hein, on est quand même dans les experts juridiques. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. 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 Bonsoir, madame. Voilà, j'ai une question. Mon enfant, il joue au foot dans une association sportive. Il a été blessé au cours d'un match le 2 mai. Il a eu le poignet déplacé. Il a été hospitalisé, plâtré pour remettre l'os en place. Et ben là, il est plâtré pendant 7 semaines. Mais c'est pas du rugby, madame? C'est du football? C'est pas du rugby, c'est du football? Oui, c'est du football. Ah d'accord, je croyais que c'était du rugby, moi. Ouais. Non, c'est du football. Et ben, il a une licence. Et quand je suis partie à l'hôpital, on m'a dit, ne vous inquiétez pas, l'assurance de l'association va tout prendre en charge. Et là, ben, jusqu'à présent, j'ai aucune nouvelle. J'aimerais savoir s'il a droit à une indemnisation. Alors, bonsoir madame. Donc, l'accident s'est produit lors du match et je pense que l'association, en tout cas le responsable de l'association, a dû être informé de cet accident. En tout cas, s'il ne l'a pas été, il faut formaliser la déclaration d'accident pour que précisément la prise en charge intervienne. Parce que lorsque votre enfant pratique un sport et qu'il a souscrit une licence, cette licence a précisément pour but de lui proposer une garantie à l'occasion des accidents qui peuvent survenir. Donc, dans cette licence, il y a un certain nombre de clauses qui sont insérées, notamment celle relative à l'accident, puisque bon, il y a une assurance qui est souscrite par l'association qui organise donc les différents matchs. Je pense qu'il faut vous rapprocher donc du responsable, lui demander ce qu'il en est. Si les formalités n'ont pas été effectuées, parce que ça peut aussi être le cas, eh bien ma foi, donc il faut remplir l'ensemble des documents pour permettre la prise en charge à tout niveau. Oui, mais je l'ai déjà vu, il me demande de prouver mes dépenses. Mais justement, alors les dépenses que vous devez prouver, bien sûr, c'est les justificatifs que des dépenses médicales que vous avez. Ensuite, le fait que votre enfant soit immobilisé, qu'il ne puisse pas aller à l'école, ça constitue un préjudice que vous pouvez faire indemniser. Et si vous avez besoin d'aide pour effectuer des demandes, puisque c'est très spécifique comme demande quand il s'agit d'indemniser un accident, je vous conseille de vous rapprocher d'un avocat qui connaît parfaitement comment faire pour présenter les demandes, madame. Et cet avocat vous accompagnera dans vos démarches. Il ne s'agit pas forcément d'engager une procédure devant un tribunal, mais tout simplement, au vu donc de la situation, d'identifier les différents postes sur lesquels vous pouvez demander une indemnité. Donc là, il faut que je voie un avocat alors. Je pense qu'il vaut mieux voir un avocat parce que bon, là, vous savez, c'est assez technique la réparation donc d'un préjudice et ça correspond à un certain nombre de demandes et malheureusement pour ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien ma foi, vous pouvez sacrifier les intérêts de votre enfant dans l'indemnisation. En revanche, si vous avez un professionnel qui maîtrise parfaitement le sujet, vous avez la possibilité d'obtenir l'indemnité qui correspond à la situation de votre enfant. Sa juste valeur. À sa juste valeur, voilà. Mais apparemment, ils ne sont au courant de rien. Écoutez, ils vont être au courant. Ils vont être au courant, donc le but, faites-vous aider, madame. D'accord. Voilà. Bonne Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci de votre appel. Merci. On va continuer toujours au standard, 02 62 566 566, et bien oui, en compagnie de Maître Limossim et Maître Setama. Bonsoir, on vous écoute. Allô? Allô? Ah, il est parti. Allô? Oui, vous êtes là. On est là aussi. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je voulais avoir un renseignement à propos des pensions alimentaires, tout ça qui concerne l'enfant. Voilà, et ça c'est l'objet que j'attendais depuis tout à l'heure. C'est bien, vous l'avez bien présenté. Allez. Qui s'y met? C'est Linda. Maître Limossim. Allez-y, vous avez une question. Est-ce que vous avez une question particulière, madame? Bonsoir. Ou bien c'est général? C'est général. Parce qu'en fait, comme c'est la première fois que je vais faire ça,
Donc, je voudrais être sûre pour voir s'il faut que je le fasse ou pas. Parce que j'ai jamais fait depuis le début. D'accord. Pouvez-vous quand même me préciser, vous parlez de... Vous avez un enfant quand même? Oui. Oui, et cet enfant, il est mineur? Oui. Il est reconnu par son papa? En fin de compte, j'ai 2 enfants, mais pas le même papa. Mais il y a une qui a 4 ans, qui n'est pas reconnue. Oui. Et le deuxième, le papa m'a fait une face, il l'a reconnu là. Il n'y a pas trop longtemps. Là. Une farce. D'accord. Il a reconnu sans vous le dire. Et vous vous êtes aperçu parce que vous êtes parti tirer un papier sur, par exemple, l'acte de naissance. Voilà. C'est comme ça que vous en êtes aperçu. Voilà. Oui, c'est une farce. J'ai rompu avec lui, donc il m'a fait ça en fait. D'accord. Oui, mais je voudrais savoir si par exemple pour l'enfant que le papa n'a pas reconnu, oui, que j'ai eu aucun contact avec après, pendant la grossesse et après la grossesse. D'accord. Je voudrais savoir si j'engage des poursuites pour lui, pour le pension alimentaire et fixation de domicile. Est-ce que le papa aura le droit de demander une sorte de visite ou de garde? D'accord. Alors donc, je vais résumer. Finalement, vous avez 2 enfants mineurs, un reconnu tout récemment par le papa et le second non reconnu. Et finalement, est-ce que vous pouvez ou pas demander une pension alimentaire pour l'un ou les 2 enfants? Et ensuite, est-ce que vous risquez, vous avez peur que le papa finalement demande aussi un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, enfin chaque papa. Alors il faut savoir, oui, d'abord il faut savoir une chose, c'est pas parce que l'enfant est reconnu ou pas reconnu que vous n'avez pas le droit de demander une pension alimentaire. Dans les 2 cas, l'enfant reconnu, le premier, comme l'enfant non reconnu pour le deuxième, vous avez le droit de demander une pension alimentaire. Maintenant, la procédure est un petit peu différente. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas faire cette procédure à vous toute seule, il faut vous faire accompagner par un avocat, parce que les 2 situations, enfants reconnus et non reconnus, sont différents, et les papiers qu'on vous demandera à fournir, à justifier, ne sont pas tout à fait les mêmes. Ça, c'est la première réponse que je vous donnerai. Sur votre deuxième question, est-ce que le papa, le ou les papas peuvent demander en réponse un droit de visite et d'hébergement? Oui, ils peuvent demander. Bien sûr qu'ils peuvent demander parce que du moment qu'ils sont reconnus comme étant le père et que vous ne contestez pas finalement la paternité de ces messieurs sur votre premier ou votre second enfant, il a le droit évidemment à un droit de visite et d'hébergement. Alors maintenant, je peux comprendre que vous ayez un peu peur parce que par exemple ce premier enfant qui n'a peut-être jamais vu son papa, et que ce papa l'a reconnu tout récemment alors qu'il a 4 ans, je crois, il est évident qu'on ne donne pas tout de suite un droit de visite et d'hébergement. D'hébergement, ça veut dire dormir chez le papa d'un coup si cet enfant n'a jamais vu son papa. Ça, c'est évident. Mais pour l'enfant de 4 ans, là, son papa l'a pas reconnu en fait. C'est le deuxième. C'est le deuxième qui a été reconnu récemment. Oui. D'accord. Mais la première, non, jamais reconnue et oui. Il n'a jamais de contact avec. Oui. Néanmoins, c'est pareil. C'est pareil. Dans les 2 cas, vous avez les 2 papas qui peuvent très bien demander et ils ont le droit de le demander, madame. Oui. Ça, c'est sûr. Maintenant, si vous voulez, c'est pas parce qu'on demande qu'on l'a forcément comme ça. Il y a quand même, je veux dire, on peut mettre en place de façon assez précise, en fonction de votre situation, non pas par exemple totalement un droit d'hébergement et de visite, on peut aller par exemple doucement, si par exemple l'enfant n'a jamais vu son papa, on peut aller doucement. Il y a plusieurs possibilités de mise en place. Mais si vous voulez, dans les 2 cas, la réponse est oui à vos 2 questions. Et il faut quand même entamer ces démarches, je dirais. Même si vous avez peur qu'il y ait une réaction comme ça, une demande du papa. Il ne faut pas non plus couper les relations entre vos enfants et le papa si jamais celui-ci réclame la possibilité de voir. Mais maintenant, il faut évidemment encadrer, suivant ce que vous souhaitez, l'exercice de ce droit de visite et l'exercice de ce droit d'hébergement, c'est-à-dire dormir chez le papa. Donc là, faites-vous accompagner par un avocat. Si vous voulez déposer ce genre de demande, moi je vous recommande fortement de le faire avec un avocat qui vous accompagnera. Voilà. Voilà. Je voudrais savoir pour l'enfant que le papa a reconnu. Oui. Si par exemple le papa est connu pour des faits de violence conjugale. Ah, c'est ça justement. Là, il ne pourra pas faire comme Darvador, c'est ton père, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vous ai dit, dans les 2 situations, par exemple cette situation présentement, si vous avez des craintes de violence ou des craintes
d'incapacité ou d'incompétence du papa pour pouvoir vraiment s'occuper d'un enfant, surtout si cet enfant est jeune. Il faut vraiment le dire à votre avocat pour que, justement, il y ait par exemple des demandes de fait. Les demandes de fait, c'est accompagner par exemple en demandant une enquête sociale sur les situations de vie de ce papa. Donc, il y a des possibilités à mettre en place. Voilà. Voilà. D'accord. Ben écoutez, bon courage à vous. Merci. Et bonne continuation. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez bien sûr encore quelques questions à poser. Encore 5 minutes d'émission dans les experts juridiques. Notre dernier appel peut-être. Eh bien écoutez, bonsoir, on vous écoute. Allô ? Oui. Oui, bonsoir, voilà. Bonsoir. J'ai une question à vous poser. Et voilà, je voulais savoir, en tant que parent, est-ce que vous pouvez faire un testament pour un seul enfant lorsque vous en avez 7 ? Alors, bonsoir madame. Donc, vous souhaitez savoir si en tant que parent, on peut faire un testament en faveur d'un seul enfant alors qu'il y en a plusieurs. La réponse est oui. Tout simplement, cette possibilité, elle existe, mais il y a une condition. L'ensemble des enfants sont égaux face à leurs parents. Ils ont les mêmes droits devant la loi. Partant de là, le parent qui envisage de faire un testament ne peut le faire que sur la quotité disponible. C'est-à-dire qu'il y a une partie des biens qu'il est obligé de donner de manière égalitaire à l'ensemble de ses enfants. Il y a une petite partie des biens que la loi lui permet de disposer comme bon lui semble. Et c'est sur cette toute petite partie qu'il peut donner à un seul enfant, ou donner à 2 enfants ou 3 enfants. Mais le reste, il doit le répartir de manière équitable. D'accord. Voilà. Mais il ne peut pas tout donner à un seul enfant, ça c'est impossible. Alors, pour être plus précis, ma maman est morte et on a appris qu'elle a laissé un testament pour un seul enfant. Oui. Et nous sommes 7, on a vu le notaire déjà. Le notaire nous dit que, ben voilà, l'enfant a eu la maison, le terrain, etc. Et que nous, ce qui peut nous rester, je crois que c'est même pas pour les autres enfants, c'est pour les petits-enfants. Et on lui a demandé au notaire, est-ce que c'est normal et est-ce que ce testament ouvre droit seulement à ce seul enfant et qu'il acquérit, il a la maison et le terrain comme ça, et les autres ne peuvent plus rien faire, quoi. Voilà. Alors, il faut savoir une chose, madame, c'est que dans cette hypothèse-là, donc là, vous me parlez de la totalité ou une grande partie des biens qui est donnée à un seul enfant et les autres sont totalement lésés. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité, à mon sens. Alors, à première vue, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est de calculer les droits de chacun par rapport à la succession de votre maman. Parce que, comme je vous ai expliqué, il y a la possibilité de donner une partie des biens. Alors, quand vous aurez établi que vous avez été lésé, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'un avocat pour engager une procédure et faire valoir vos droits. D'accord. Voilà. Mais là, je ne suis pas en mesure, donc, avec les éléments que vous me donnez, de dire est-ce que oui ou non, vos droits sont lésés ou pas, parce que c'est un notaire qui doit le calculer. A priori, ce serait le cas, mais je préfère quand même vérifier. Je reste très prudente sur ce type d'informations, parce que visiblement, il y a quand même des biens qui ont été répartis par ailleurs. Il faut quand même faire le point là-dessus avant d'envisager une procédure judiciaire. Mais c'est possible. D'accord. Voilà. Ok, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, madame, bonne soirée. À vous tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était donc le dernier appel des experts. Il nous reste encore 2 petites minutes. Bien sûr, pas le temps de pouvoir répondre. C'est pour ça qu'on va vous inviter donc à nous rappeler la semaine prochaine en compagnie de Johanna. Il nous reste 2 petites minutes, juste comme ça. On sait qu'il y a beaucoup de travaux, en effet, parce que c'est vrai que le travail, on va dire que les emplois sur l'île se font rien qu'en bétonnant l'île et en la goudronnant. Une fois qu'il n'y en aura plus, on sera bien embêté, il n'y aura plus de travail. Mais entre-temps, les routes sont refaites, ou du moins il y a des travaux. Et dans les virages, souvent, il y a des graviers qui restent quand même après le chantier, vers les 17h, 18h. Et quand on est en voiture, ça pose pas trop de soucis. Quand on est en moto, par contre, ça peut en poser. Alors, est-ce qu'en effet, ces gens qui s'occupent de ces routes et qui font un métier très difficile, il est vrai, est-ce qu'ils ne sont pas obligés, à la fin du chantier, quand même, de regarder s'il n'y a pas des petits graviers dans les virages ou même dans les lignes droites pour éviter de se vautrer? Alors, c'est l'entretien des routes. Très rapidement, mais c'est juste pour pouvoir savoir, oui, il y a mais c'est la sécurité, c'est l'entretien
l'entretien des routes, la sécurité. Donc il faut faire attention à tout ce qui peut gêner la circulation normale. C'est vrai que si on se retrouve avec un tas de gravats et que, ma foi, donc l'entreprise n'a pas nettoyé après des travaux et qu'il y a un accident donc, qui se produit à ce moment-là, la responsabilité de l'entreprise qui n'a pas nettoyé la route, qui a laissé ce tas de gravats, qui est à l'origine de l'accident, peut se retrouver en difficulté et voir sa responsabilité engagée. Eh bien voilà, je vous remercie beaucoup pour ces précisions. Donc faites attention quand il y a donc des travaux. En étant motard, donc faites attention dans les virages. Et puis également, pour les personnes qui s'occupent de ce chantier, merci de pouvoir nettoyer la route. Merci de votre venue, Maître Limossim. Merci également, Maître Setama. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour votre émission, Les Experts Juridiques. Bonsoir.